Oui, cette politique est bonne. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Bonjour tout le monde, si vous regardez cette vidéo, il y a 2 chances sur 3 que vous soyez un affreux abstentionniste ou une affreuse abstentionniste. Et si vous avez moins de 35 ans, il y a 80% de chances que ce soit le cas. Alors actuellement, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou à la radio, c'est toujours cette idée que l'abstention c'est la grosse menace sur la démocratie, comme si le vote était une garantie de démocratie. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on s'abstient qu'on en veut à la démocratie. Parfois même au contraire. C'est pas parce qu'il y a un vote qu'il y a une démocratie. La plupart des régimes autoritaires et dictatoriaux dans le monde ont des votes. Et d'ailleurs, les gens s'abstiennent souvent parce qu'ils se voient bien que ça n'a aucun intérêt d'aller voter. Bon, alors on nous dit tout le temps, des gens sont morts pour ça, c'est irresponsable. Alors rappelons que dans les différents épisodes révolutionnaires qu'on a connus en France, personne n'est mort pour le vote. Chaque fois qu'on dit qu'on vote pas, on se fait entendre dire que des gens sont morts pour ça. Je crois qu'il faudrait voir où factuellement les gens sont morts pour la démocratie. Quelle mort et à quelle époque sont morts pour la démocratie, j'entends bien, pour la démocratie représentative. En France, moins, mais partout dans le monde, oui. Ah, d'accord. En 1789, les gens se sont rebellés contre les impôts trop élevés, contre les privilèges des nobles, contre les taxes injustes. Et personne ne disait on veut pouvoir voter tous les 5 ans pour un président et des conseillers régionaux. Ça s'est pas passé dans cet ordre-là. Les idiots, ça on l'entend aussi. Vous avez des éditorialistes très à compignon sur rue qui depuis hier soir sortent des analyses en disant les Français n'ont pas compris, les élections régionales et départementales, ce sont des enjeux compliqués, etc. Non, on peut pas dire que 2 tiers de ses concitoyens sont des débiles. Il y a des raisons bien plus profondes à ça, qui tiennent pas simplement à ce scrutin-là, parce que ce scrutin-là, c'est pas le premier où l'abstention est massive. Si vous regardez l'évolution historique de l'abstention depuis les années 70, elle ne fait qu'augmenter. Et effectivement, c'est les scrutins locaux qui sont le plus touchés. Et souvenez-vous, aux législatives, il y avait déjà 50% d'abstention. Vous avez eu des députés élus avec moins d'un quart des voix. Et l'abstention, c'était aussi au second tour des présidentielles. Donc non, c'est pas lié à ce scrutin-là, c'est pas lié aux professions de foi qui sont mal arrivées, c'est pas lié aux tracts qui n'ont pas été assez bien distribués, c'est pas lié à la pandémie. On est dans une tendance historique lourde où le système d'élection d'élus représentatifs du peuple ne fonctionne plus. D'abord parce que il y a un manque de représentativité. On est en démocratie représentative, mais on ne se sent plus représenté par nos représentants. C'est mon cas, mais c'est sans doute votre cas si vous regardez cette vidéo. Alors, il y a des raisons qui expliquent ça, c'est pas simplement qu'ils sont devenus méchants, qu'ils parlent mal, c'est pas à cause de Twitter et des réseaux sociaux. Les raisons, pour moi, elles sont sociologiques. C'est que l'évolution de notre classe politique depuis les années 80, c'est un embourgeoisement de leur composition sociale. Et si vous regardez nos conseillers régionaux sortants, par exemple, on avait 32% de cadres supérieurs, 1% seulement d'ouvriers. France Info a fait une petite infographie sur les candidats lors de cette élection-là, départementale comme régionale. Au régional, vous aviez sur les listes de la gauche, de la droite, du centre, près de 40% de cadres, 20% de retraités. Donc, autant dire, pour des groupes, alors les cadres dans la population active, ça pèse à peu près moins de 15% dans la population totale, et très très peu d'ouvriers, alors que ouvriers et employés, ça pèse plus de la moitié de la population. Cette tendance, elle est à l'œuvre dans toutes nos institutions. Le plus flagrant, c'est l'Assemblée nationale, où vous avez 90% de cadres et professions intellectuelles supérieures, et vous avez 0 ouvriers. Voilà où on en est. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et si vous regardez l'évolution de l'abstention et la baisse de la représentativité sociale de nos institutions, on peut faire une corrélation qui est assez claire. Il faut savoir que dans les années 50, ça va nous sembler super loin, mais il y avait à peu près 20% de députés ouvriers à l'Assemblée nationale. 20%. Actuellement, il y en a 0. Et ces 20%, ils avaient été amenés par le Parti communiste à l'époque. Alors le Parti communiste à l'époque, ça n'avait rien à voir avec le Parti communiste actuel, c'est pas Fabien Roussel qui va saluer la police. C'était un parti qui était un parti ouvrier, on peut même dire ouvriériste, c'est-à-dire qui tenait avant tout à représenter la classe ouvrière. Et pour ça, ils faisaient en sorte que leurs élus, leurs représentants, soient à l'image de l'électorat et de la masse de gens qui tentaient d'organiser. Et c'est pourquoi le Parti communiste mettait un point d'honneur à toujours avoir des candidats ouvriers, à faire monter des candidats ouvriers, à faire en sorte que la politique leur soit accessible, adaptée. Il y avait des écoles de formation, il y avait tout un tas de choses pour faire en sorte que les élus ressemblent aux gens qui voulaient convaincre. Actuellement, on n'a plus du tout ça, et c'est valable dans tous les partis politiques, même la France Insoumise, si vous regardez le profil sociologique de leur tête de liste, on n'a pas du tout des ouvriers, des employés, des indépendants, etc.
On a plutôt des gens assez institutionnels, des gens qui ont fait des grandes écoles, etc. etc. Et c'est pas la France insoumise qui a le monopole de ça, mais c'est juste pour dire que même les partis qui revendiquent un changement profond de la société ne font pas du tout de candidats à l'image de la société égalitaire qu'ils voudraient promouvoir. Le deuxième grand paramètre, je pense, c'est le vide programmatique. Le vide programmatique, ça vous le ressentez dès que vous recevez les fameuses professions de foi, les tracts. C'est vrai que quand on entend les gens les ont pas reçus, c'est grave, désolé, moi je les ai reçus. Ça m'a plutôt convaincu de ne pas aller voter, comme beaucoup de gens. J'aime pas qu'on me prenne pour un débile, j'aime pas qu'on me sorte des grandes généralités, j'aime pas toute cette novlangue politicienne qui s'est installée à droite comme à gauche, nos territoires, du progrès, solidaire, inclusif, voilà, tous ces mots qui ne veulent absolument rien dire. On parle même plus vraiment de justice sociale, on parle pas de classe sociale, surtout pas, on parle pas vraiment de métier. Voilà, on dit promouvoir l'activité, promouvoir l'innovation. Le mot promouvoir à toutes ces sauces. Ce qui est bien quand vous dites que vous voulez promouvoir quelque chose, c'est que ça n'implique rien, ni en termes de subventions, ni en termes de mesures. Voilà, on promeut, voilà. Pourquoi ces élections, par exemple régionales, mais c'est le cas de toutes les autres, sont particulièrement vides programmatiquement? Première raison, elle s'explique sur l'évolution de notre politique depuis 20-30 ans, c'est que la plupart des partis se sont parfaitement alignés sur les mêmes positions économiques et sociales. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils adorent se prendre la tête sur des questions dites sociétales, sur le voile, sur le burkini, parce que bon, c'est le seul domaine où ils peuvent un petit peu se distinguer, et encore, tout le monde est d'accord que l'islam c'est très très grave et qu'il faut être très très dur et qu'il faut être tous Charlie. Donc vous voyez, même là, les différences sont pas flagrantes. Mais alors, du point de vue économique et social, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut donner des subventions aux entreprises, et à la limite, les gens de gauche veulent dire qu'il ne faut pas donner de subventions aux entreprises qui licencient. Bon, merci, c'est quand même la base. La plupart des grands partis auxquels les gens s'identifient ont des positions qui sont tout à fait similaires. Et c'est particulièrement vrai sur ces scrutins locaux, où de toute façon, les instances locales comme la région ou le département ont des marges de manœuvre qui sont très faibles. Les marges de manœuvre qui sont très faibles parce que leurs marges budgétaires sont tenues par l'État, l'État lui-même a un budget qui est tenu par l'Union européenne, et tout le monde fonctionne avec ce dogme de limiter la dépense publique. Donc de toute façon, c'est vrai que les élus peuvent pas faire grand-chose. Donc ça, c'est pas seulement de leur fait. Quand vous voyez qui sont les candidats, ce sont des gens qui ont déjà été candidats aux législatives, qui ont déjà été candidats aux municipales, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à représenter la nation, représenter la ville, maintenant représenter la région. Donc de toute façon, il faut bien voir que dans des formations politiques, le fait d'être élu régional, c'est un tremplin pour sa carrière au niveau national. Et donc finalement, ça explique aussi pourquoi ils s'investissent pas non plus, ils vont pas aller trop se creuser la tête sur des questions programmatiques, déjà parce que personne ne le fait autour d'eux, et puis surtout qu'ils ont autre chose à penser. Et la question, c'est pas pourquoi les gens s'abstiennent, c'est pourquoi les gens votent. Pourquoi les gens votent après 30 ans de déconvenus qui ont dégoûté les gens de la politique, et pas parce que c'est des pauvres bêtes perdues qu'il va falloir ramener vers la lumière en réenchantant la politique, tout ça c'est des conneries, mais parce qu'il y a eu vraiment des grosses trahisons qui ont montré que notre système n'était démocratique que quand ça arrangeait la classe dominante. La trahison de Mitterrand en 1982-83, le fameux tournant d'Arigueur. Oui, cette politique est bonne pour qui sait les contraintes qu'impose un environnement international soumis à d'autres politiques économiques que la nôtre. Or, nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne dont nous sommes partie prenante. C'est-à-dire, on fait quelques réformes sociales et ensuite, bim, on libéralise à fond, on dérégule la finance, etc. Sa première grosse trahison. Et je pense que moi, je n'ai pas connu cette période, mais quand je vois mes aînés, c'est quelque chose qui les a marqués durablement dans leur rapport à la politique. Ensuite, le référendum de 2005. C'était pour le coup un référendum très intéressant. Tout le monde se penche sur la question. Il y a des forums de discussion qui sont créés. Il y a des cafés-débats, etc. Il y a une bonne participation. Et le traité constitutionnel européen est rejeté massivement. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Et 2 ans plus tard, les parlementaires le font revoter. Donc leur priorité, c'était de faire passer cette réforme constitutionnelle qui était indispensable pour la poursuite de leur projet européen, qui est en réalité un projet bourgeois et capitaliste, et ça, on l'a tous vu depuis, on en fait l'expérience quotidienne. Ensuite, vous avez François Hollande qui nous dit « le changement c'est maintenant ». Le changement c'est maintenant. Et qui a appliqué une politique tout à fait néolibérale, tout à fait de droite sur tous les plans. Et la loi travail en est quand même une des traces les plus flagrantes. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui se fait élire sur un programme dit socialiste et qui applique une loi de dérégulation du code du travail. Je pense que là, le niveau de dégoût était très très atteint.
Et puis alors là, sous Macron, là c'est vraiment la panacée du dégoût démocratique, puisqu'on a un président très mal élu, ça les commentateurs n'aiment pas en reparler, mais il faut savoir que Macron, même au second tour face à Le Pen, a été élu finalement par pas un très grand nombre de Français, ce qui l'a pas empêché de mener vraiment sa politique sans poser aucune question, ça l'a pas empêché de réprimer un mouvement social contre lui. Attends, monsieur, je prends ton dos et je te rentrer. Vous allez me rentrer où, monsieur? Vous allez me rentrer où, monsieur? Et puis après ce mouvement social, les Gilets jaunes, eh bien de mettre en place un grand débat national où soi-disant il nous donnait tous sa parole, et finalement ce fameux grand débat national où les gens se sont bougés, encore une fois, les gens sont allés dans les salles municipales, dans les salles des villes et des villages pour discuter, pour débattre, etc., pour faire des états généraux, des cahiers de doléances, tout ce que vous voulez. Toutes ces traces de ce grand débat ont disparu, c'est dans des vagues archives préfectorales, et depuis d'ailleurs les journalistes s'en foutent complètement. Sur le moment, ils ont salué ce grand exercice démocratique, 1 an plus tard, tout le monde avait oublié ce que c'était. Donc en termes de foutage de gueule, quand même, ça va très très loin. Et quand on se demande, mais pourquoi les gens sont dans la méfiance? Enfin, sérieusement, il faut être complètement aveugle, il faut avoir une mémoire de poisson rouge pour pas comprendre pourquoi les gens se sont abstenus massivement aujourd'hui. Plutôt hier d'ailleurs. Alors pour autant, est-ce que l'abstention c'est une solution politique? Est-ce que c'est le grand soir? Pas du tout. Le problème de l'abstention, c'est que, on le voit d'ailleurs depuis hier soir, tout le monde s'en fout. Le système politique et la classe dominante a une série de modes de défense pour pouvoir gérer l'abstention. Donc ces modes de défense, ils sont d'abord rhétoriques, c'est de dire les gens n'ont pas compris, les gens sont individualistes, donc on va les culpabiliser, on va les traiter de cons. Ça, c'est une façon de mettre à distance cet événement. Notre classe politique, elle se sent pas extrêmement menacée par l'abstention, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que ça ne sert à rien de leur demander. Ça ne sert à rien de dire maintenant il faut que la classe politique entende nos leçons et qu'elle décrète qu'une élection où il y a plus de 50% d'abstention soit invalide, par exemple, ce qui est plutôt une bonne idée. Non, ça, ils veulent pas l'entendre. Il faut bien voir que notre classe politique, la plupart, elle est pas là pour l'intérêt général, l'intérêt majoritaire, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait en sachant que l'abstention, c'est pas effectivement un mouvement politique en soi. Entre abstentionnistes, on a sans doute de gros désaccords, c'est pas un parti politique, on peut pas dire on a gagné, même si je pense que c'est un signal qui est envoyé, et un signal aussi de prise de conscience de notre force. Moi, ça me donne beaucoup de force de me dire qu'on est 2/3 à ne pas adhérer à cette mascarade. On est 2/3 à ne pas adhérer à ça, on est 2/3 à ne pas vouloir aller voter pour des gens qui nous ressemblent pas, on est 2/3 à pas accepter de donner notre suffrage à des gens qui font des grandes généralités sur des tracts en papier glacé, ou qui ont même pas réfléchi à leur programme. Voilà, ça c'est une très bonne chose pour moi. Pour autant, quelles sont les solutions? Il y a la question des grands mouvements sociaux, c'est-à-dire il y a d'autres façons de faire de la démocratie en France, et notamment il y a les grands mouvements sociaux. Et c'est clair que participer aux Gilets jaunes, c'est un acte citoyen qui a eu plus d'impact que d'aller voter au régional. Faut être clair et net, parce que ça a fait peur à notre classe bourgeoise. Et ça, c'est très rare, c'est très rare ces 30 dernières années, ça mérite d'être souligné. Ça a redonné un petit peu d'argent aux gens, il y a une petite redistribution des richesses via la prime d'activité, même si c'est pas du tout un système qui est convenable, mais c'était déjà un premier résultat. Donc c'est évident que les mouvements sociaux, c'est une autre forme d'expression démocratique qu'elle mérite de pas passer par le fait de donner notre voix à des élus qui en font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est plutôt un progrès. Est-ce que les mouvements sociaux, c'est la solution démocratique qui peut résoudre tout ça? Pas forcément. Ça a des biais aussi sociologiques. On peut participer à des manifs qui dégénèrent que quand on a un certain niveau physique, qu'on n'est pas une personne à risque. Si on est en responsabilité de toute une famille, c'est pas un risque qu'on peut forcément prendre. Donc il faut pas penser non plus que le mouvement social, ça remplace le vote. Et puis il y a un problème d'organisation qu'on a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que manifester tous les samedis, au bout d'un moment, ça a une limite. Et quand bien même on aurait fini par prendre l'Elysée et voir Macron partir en hurlant depuis son hélico, ça n'aurait pas résolu la question de comment on change ce système de prédation par une classe dominante qui monopolise notre vie politique et aussi notre vie économique. Donc il y a des choses à résoudre, notamment en termes de comment on s'organise collectivement. Comment on s'organise collectivement, nous tous qui avons pour point commun d'être dégoûtés par le système actuel, avons souvent comme point commun de trouver que la société est injuste sur le plan notamment de la répartition des richesses, de la façon dont elle est produite. Donc comment on s'organise politiquement? Eh bien là, il y a des questions à se poser. Moi j'aime bien regarder un petit peu en arrière et voir que le mouvement ouvrier, il a mis du temps à se constituer.
mais que petit à petit, un corpus d'organisations, de syndicats, de textes, de personnes ont fait en sorte de donner de la force à cette classe sociale-là et à lui donner le sentiment de sa propre importance, de sa propre capacité à diriger sa vie. Et je pense que, évidemment, tout ça a été liquidé avec le temps et avec les trahisons. C'est ça qu'il faut réussir à refaire. C'est que nous tous, la classe laborieuse, largement majoritaire dans ce pays, eh bien, retrouve la force, la capacité à penser qu'elle peut diriger la société sans avoir à s'en remettre à des personnes qui la pillent en permanence.